qui est très immergé dans l'islam. Moi, j'ai vu, vous disiez que vous n'aviez pas réussi à dialoguer avec des frères musulmans, c'était souvent un monologue. Moi, je passe mon temps dans ces pays musulmans à justement essayer de dialoguer et à écouter ce que me disent les gens. Alors, il y a différents types de musulmans. Bien sûr. La plupart du temps, les gens qui sont souvent à mes yeux, souvent les moins cultivés, ceux qui en tout cas n'ont pas de fonction religieuse évidente, sont ceux qui écoutent le plus et qui me posent le plus de questions. Moi justement, je considère que mon reportage, entre guillemets, est réussi quand on m'a posé presque autant de questions, si ce n'est plus, que moi j'en pose. Moi je dois avouer qu'avec les chiites, je m'excuse auprès de... avec les chiites, le rapport me semble beaucoup plus facile, dialectique, oui, comme s'ils avaient une habitude... Ramadan est sunnite, bien entendu. Les musulmans sont des musulmans de toute façon. Bien sûr. Honnêtement... Chez d'autres, il y a les catholiques, il y a les protestants. Oui, non, absolument, c'est pas la même chose. Un catholique, un protestant, un chiite et un sunnite. Je ne sais pas pourquoi, enfin, si, il y a sans doute des explications, peut-être l'habitude qu'ils ont d'interpréter les textes, l'existence d'un clergé, c'est-à-dire tout de même d'un corps instruit, particulièrement instruit, qu'il n'y a pas chez les sunnites, peut-être une ouverture au monde extérieur, le fait d'avoir beaucoup bougé, quoi qu'il en soit, c'est vrai que... Défendez-vous là, Tariq Ramadan. Non, mais je ne fais pas du d'attaque, c'est un constat. Il se trouve que ça s'est trouvé comme ça, peut-être que... Attendez, je veux dire, je vais même aller dans votre sens, sur le plan strictement théologique, justement, paradoxalement, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la hiérarchie, les choses ont énormément bougé dans la tradition chiite, beaucoup plus que dans la tradition sunnite, sans clergé. Ça, c'est une évidence, là-dessus, vous avez parfaitement raison. Sur la question de l'ouverture au monde ou autre, je pense que, encore une fois, c'est toujours contextuel. Oui. C'est toujours à relativiser historiquement, parce que vous allez trouver ailleurs des sunnites avec exactement la même disposition d'esprit. Je pense qu'on ne peut pas généraliser non plus. Absolument. Alors, Tariq Ramadan, vous avez appelé au boycott du Salon du Livre de Turin parce qu'il était consacré à Israël à l'occasion du 60e anniversaire de la fondation de l'État juif. Est-ce que vous avez appelé au boycott aussi du Salon du Livre de Paris qui s'ouvre le 13 mars avec 23 écrivains israéliens qui vont venir ici à Paris? Pensez qu'il faut boycotter? Non, moi, ma position, elle a été... D'abord, je n'ai pas été celui qui a appelé au boycott, mais j'ai suivi les positions en Italie, qui mettait en évidence, écoutez, on ne peut pas avoir comme invité d'honneur un État et faire semblant que ce n'est pas une prise de position politique. Donc vous pensez que ce qui est vrai à Turin est vrai aussi à Paris? Non, ce que j'ai dit à Paris, c'est que moi je suis pour qu'on brise le silence. Je suis pour qu'on parle. Je suis pour qu'on dise véritablement, quand on est en train de nous bassiner sur un processus de paix, quand il y a des gens qui meurent dans l'indigne, quand il y a un blocus autour de Gaza, je suis pour qu'on brise le silence. Donc si on brise le silence, comme ça a été décidé par les organisations pro-palestiniennes, et un certain nombre d'ailleurs, à Haaretz, en Israël est en train de prendre une position qui est assez ferme sur cette question-là. Donc il faut aussi qu'on l'entende, qu'on brise le silence et que l'on cesse de faire semblant que rien ne se passe. Donc en Italie, on a décidé, on n'y va pas, et on le dit. En France, un certain nombre d'organisations pro-palestiniennes, un certain nombre de juifs et de défenseurs des droits des Palestiniens ont pris une position en disant on y sera, à l'intérieur du salon, mais on fera entendre une voix critique. Et je soutiens cela de la même façon. Ma position est une position de défense des droits des Palestiniens, de briser le silence. La deuxième chose que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on ne nous dise pas, chaque fois qu'on prend une initiative, je veux dire, on est contre la violence, on ne veut pas tuer. Donc on s'exprime, et quand on s'exprime, on est dit « Ah non mais attendez, là vous ne pouvez pas vous exprimer trop, parce qu'à trop critiquer Israël, vous allez devenir antisémite ou vous prouvez votre antisémitisme. » Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être entendu sur la scène internationale? Antisémite, là, dans votre livre, Mohammed, vie du prophète, vous expliquez que le prophète était juif, quoi. Non, il n'était pas juif, mais il a dit des juifs qui vivaient à côté de lui, ils font partie de ma communauté, ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que nous. Et donc ce que je dis clairement, toute expression d'antisémitisme, Oui, mais c'est juif, c'est pareil. Oui. Oui, non, mais bon, enfin, je vois dans quel sens philosophique vous voulez le mettre en évidence. Oui. Mais toute expression d'antisémitisme est anti-islamique. Et ça, il faut le dire et le répéter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par extension, dans le monde musulman, on a des transgressions de ce principe-là, en disant finalement c'est les juifs. Non, il faut faire la différence entre l'État d'Israël, ses différentes politiques et les différents gouvernements successifs, et les critiquer pour ce qu'elles sont d'un point de vue politique, et faire la différence avec l'antisémitisme. L'antisémitisme est inacceptable sous toutes ses formes et sans aucune condition. Est-ce que je peux dire que je suis hostile au boycott car on ne peut pas faire porter à des écrivains des décisions politiques contre lesquels généralement ils se dressent d'ailleurs.
ce n'est pas un État qui en invite un autre. Oui, c'est vrai, c'est même assez des paradoxal éditeurs parce qui que ces invitent écrivains israéliens sont souvent très critiques par rapport à la politique de leur pays. On peut peut-être regretter qu'il n'y ait pas plus d'Arabes israéliens, y compris qui écrivent en hébreu, ça oui. Qui sont publiés. Et qui sont publiés en Israël. On peut regretter qu'il n'y ait que des auteurs de romans ou de fiction quand il y a beaucoup d'essayistes importants. Mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est à l'intérieur de ce salon qu'il faut pouvoir discuter de tout cela, d'égal à égal avec les amis israéliens. Je comprends cette position. Oui. Mais simplement, le boycott n'est pas des auteurs. Parce que discuter avec les auteurs, c'est toujours possible. Oui. C'est d'en faire l'invité d'honneur, l'État d'Israël. C'est de cela dont il s'agit. Donc, il s'agit. Il y a un invité d'honneur. Non mais d'accord. Ouais. Mais je veux dire, c'est les 60 années. C'est les 60 années de la création de l'État d'Israël. Symboliquement, moi, ce que j'ai dit, c'est que c'est une faute et une maladresse. La deuxième chose qu'il faut mettre en évidence, c'est que tous les invités israéliens à la foire de Turin, celle qui a décidé du boycott, il n'y en a pas un d'auteurs israéliens qui soient chrétiens ou arabes. Ce ne sont que des Israéliens de confession juive. C'est un problème. Quelle représentation a-t-on de la réalité de la société israélienne? Un problème qu'il faudra discuter au salon. Je le ferai personnellement avec des auteurs. Ça, je parlais de Turin. On va profiter d'avoir un grand astronome ici, sur ce plateau, André Braic, astronome international, très connu partout à l'étranger. Vous publiez Lumière d'étoiles, vous avez la tête dans les étoiles d'ailleurs. Alors, après tout ça, là, quand vous avez entendu tous ces discours-là, vous placez, vous croyez en Dieu, vous? Ça, c'est une question très indiscrète. Bah oui, je pose, le scientifique, vous croyez en Dieu, alors? Si je viens avec ma casquette de scientifique, je me dois d'une neutralité parfaite. Vous montrez le monde aux gens, et puis chacun ensuite choisit. Enlevez votre casquette. Alors, je peux vous priver. Si vous voulez une question, oui, je vais vous répondre. Entre l'âge de 0 et 8 ans, j'ai cru au Père Noël. J'étais heureux, c'était un homme qui me faisait des cadeaux, c'était merveilleux, etc. Et dans la cour de l'école, je me suis battu avec mes camarades qui me disaient, le Père Noël n'existe pas. Comment n'existe pas? Je me suis battu avec eux, je rentrais les habits déchirés, j'ai cru au Père Noël. Voilà donc ma réponse. Et quant à Dieu, je vous répondrai par une boutade. C'est quand Laplace, le grand scientifique Laplace, a proposé une formation du système solaire. Il a été reçu par Napoléon, et Napoléon a dit, mais monsieur le marquis, je ne vois pas beaucoup Dieu dans votre théorie. Et Laplace lui a dit, mais sire, c'est une hypothèse dont je n'ai pas eu besoin. Alors après Dieu, la morale, Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, est entrée en guerre pour moraliser le patronat français. C'est la guerre des boss, l'opinion là-dessus de Thibault Nolte. Regardez. La semaine dernière, le journal Marianne a taillé un costard au gars Gauthier-Sauvagnac. L'ancien numéro 1 du syndicat des patrons métallos, célèbre pour son coup du chapeau à 20 millions, a reçu un joli cadeau de départ de la part de l'UIMM, une vieille famille qui finance 11,1% du MEDEF. Le genre de cadeau a ruiné les vacances de la sainte patronne des patrons, Laurence Parisot. En octobre, quand DGS faisait dans la fluidification de dialogue social, c'était du velours. Denis Gauthier-Sauvagnac est le capitaine de cette équipe. Peut-il le rester? Eh bien, ma réponse, elle est clairement oui. Mais le voilà qui touche au Grisby, et ça, c'est un ticket pour un voyage en orbite. C'est que trop, c'est trop. Je ne décolère pas. Et puis, un cadeau de départ pour quelqu'un qui ne part pas, c'est comme un cadeau de première communion pour un païen. C'est suspect. C'est comme si les millions ne comptaient plus. L'héritière de la 250e fortune de France parle en experte. Ce qui est incompréhensible également, c'est le pourquoi, c'est le comment, c'est le pourquoi du comment. Et du coup, c'est la guerre. Et ce genre de comportement est pour moi méprisant à l'égard de tout le monde et méprisable. Écoutez, Madame Parisot, je lui laisse la responsabilité, c'est bon. La tigresse de Saint-Loup-sur-Semouse réclame la tête des pontes de l'UIMM. Ce que je demande à l'UIMM, c'est une remise à plat de ses mandats. Bref, c'est la valise de cash des vieux métallos contre l'attaché-caisse plein de moralité des jeunes subdeco. Et au final, peut-être une réponse à cette question obsédante. Jusqu'à quel montant un parachute doré est-il moral? Alors, quelle réflexion vous inspire le combat de Laurence Parisot? C'est possible un capitalisme moral, Tarek Ramadan? J'ai de la peine avec la formule. J'ai l'impression que c'est plutôt de l'ordre du contradictoire. Mais je suis de toute façon pour l'ordre de un peu d'éthique dans l'économique. Ça me paraît être une évidence. Mais venu du point de vue du patronat, de la façon dont ça nous est présenté, j'ai quelques doutes. Régis Debray? Oui, moi ça me fait sourire, si vous voulez. Il y a des comédies comme ça qu'il faut faire.
dire que le capitalisme est moral, c'est un peu dire que l'eau chaude et de l'eau froide, ça va pas. C'est deux ordres de choses différentes. Bon, alors après ça, je vais vous proposer de monter au ciel avec André Braic, qui publie donc avec l'astrophysicienne Isabelle Grenier, Lumière d'étoiles aux éditions Odile Jacob. C'est un très beau livre, plein de poésie.